d'autres pays De d'accueil. quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous ne le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous revenez pas? Bon. Polo Jésus. C'est pas fou. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés ici dans la mat officielle. Merci de vous savoir, je suis nombreux au son de ma voix. Merci. Et voilà, à tous les amis qui nous font confiance, hein, les amis qui nous écrivent à de près ou de loin. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Abonnez-vous encore, continuez à vous abonner, à accorder de l'audience à notre jeune chaîne. Et ça va nous faire du bien. Voilà, bien aimé, rapidement, aujourd'hui encore, nous n'allons pas prendre assez de temps, mais nous avons dit que nous allons amorcer ou bien conclure un peu notre vidéo sur les migrants, voilà, qui sont déjà en République démocratique du Congo, hein, des gens que nous appelons ici les déportés des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Nous allons parler de cela rapidement, mais avant tout, laissez-moi encore revenir sur un communiqué nécrologique. Hein. Voilà, vous savez tous ce qui s'est passé des choses du côté des Tanganyika où il y a eu naufrage. Mais jusque-là, le bilan continue encore à s'alourdir. On nous avait parlé au début des 7 morts, mais là, nous sommes déjà dans les 54. Il y en a d'autres choses qui ont parlé des 30. Aujourd'hui, on parle des 54. Donc, ça ne fait que comment dirais-je, augmenté. Il y a eu plus de morts. Voilà. Et on nous signale le 17 avril 2026, le gouvernement provincial du Tanganyika a revu à la hausse le bilan du naufrage sur le lac Tanganyika, le faisant passer de 7 à 54. On dit dans d'autres sources, on dit 30. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. 14 rescapés ont été recensés, mais le nombre exact des disparus reste incognito, faute des manifestes. Voilà, le conducteur de l'embarcation aurait pris la fuite après les drames en emportant le moteur. Le conducteur est activement recherché. Voilà, démarche avec les familles et organisations de l'aide. Le maire de Kalemi et le bourgmestre ont entamé des démarches avec les familles pour organiser des funérailles dignes. Les responsables provinciaux, dont les ministres des Transports, sont entendus pour évaluer la situation et coordonner l'aide. La province a promis une assistance aux familles et aux rescapés ayant perdu leur bien lors du naufrage. Voilà un peu ce qu'on nous signale hein, sur la situation voilà, un peu nécrologique en République démocratique du Congo. Mais vous avez ici un ministre des Transports, le ministre des Transports qui avait, je ne sais pas moi, nous avons aussi balancé ces images-là où, comment dirais-je, M. Jean-Pierre Bemba avait organisé une conférence, ok? Il a organisé une conférence, il a parlé, il a haussé le ton sur les conditions que les Congolais ont toujours pris pour voyager. Lorsqu'ils prennent le large, et Jean-Pierre Bemba avait organisé une conférence de presse. Oui, ça n'est opposé farouchement. Là, nous avons vu un nouveau visage comment de Jean-Pierre Bemba. OK? Voilà, il avait déjà dit que toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Les Congolais ne doivent plus prendre des larges dans de mauvaises conditions et il mettra en place des conditions, ok, vraiment appropriées pour permettre aux Congolais de voyager, ceux qui prennent le fleuve, de voyager dans de bonnes conditions. Mais faites-vous vous-même le bilan jusque-là. Depuis que M. Jean-Pierre Bemba est devenu ministre de, comment dirais-je, des transports, qu'est-ce qui a changé? Au contraire, la vie des Congolais devient de plus en plus minable. Donc, les Congolais qui voyagent sont
tremper dans des mauvaises conditions au jour le jour. OK? C'est qu'ils prennent même la voie ferroviaire. Vous allez voir qu'il y en a des trains qui bloquent dans des... Ah, le train à Sika, mais Ekangami na Bazelo. Il y a des trains qui sont bloqués où les rails sont quasi... C'est-à-dire que les rails sont submergés par la poubelle. Où il faudrait que la population elle-même vienne encore. Donc, on se pose la question, mais comment peut-on mettre des trains, un nouveau train, sans pour autant, comment dirais-je, faire l'expertise et voir si les routes sont de bonnes conditions. Est-ce que les rails sont libérés? Est-ce que les rails ne sont pas submergés par des sables et tout qu'on sort? Ils n'ont pas fait ça. Conséquence, il y en a des trains qui bloquent, vous voyez, à mi-chemin, parce qu'il y a des sables, il y a des immondices et le train ne peut pas passer. Faute d'expertise. OK? Là encore, vous avez vu, il y a naufrage. Le Congolais continue de perdre la vie parce qu'ils veulent se chercher. Ce n'est pas des touristes. Ce ne sont pas des touristes, mais ce sont des Congolais qui sont habitués, qui vivent à soit des commerces et qui font leur déplacement dans le but d'aller, comment dirais-je, se chercher un peu quelque part. Vous voyez un peu ce qui se passe à ce net moment. Mais vous avez un ministre du transport. Voilà des choses qu'ils attendent. Maintenant, on vous dit ils viendront dignement pour enterrer. C'est-à-dire l'argent va encore sortir et vous ne verrez même pas ces enterrements dignes. OK? Ils vont encore prendre l'argent, bouffer encore l'argent au dos de ceux qui sont déjà morts. Soi-disant les enterrements dignes, nous y reviendrons ici pour vous dire ce qui s'est passé. Vous allez voir, parce que c'est ça. Donc, ces gens-là veulent se refaire une santé financière. OK? Monsieur Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense. Il a quitté la Défense. Il n'a même pas récupéré un territoire. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Il était dans la Défense. Tous les gens, c'est-à-dire que nous avons eu espoir que Bemba à la Défense, quelque chose pourra se passer. Mais il est passé à la Défense inaperçu. Monsieur Jean-Pierre Bemba a laissé la Défense sans même récupérer une territoire. Après, c'est lui qui faisait maintenant la mobilisation contre l'ancien président Joseph Kabila. Donc, à un moment donné, les gens se posaient la question, est-ce le ministre il est toujours ministre de la Défense ou il est dans les transports? Chose qu'il devrait faire lorsqu'il était ministre de la Défense, il n'a pas fait. On l'enlève, c'est-à-dire il part quelque part, parce que là-bas c'est comme ça, au Congo, voilà, c'est comme ça. Quelqu'un y était ici, peu n'importe son compétence au cadre, il doit aller encore dans un autre ministère. Donc, des Jean-Pierre Bemba, ce sont des ayants droit, ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester chez eux à la maison, ce sont des personnes qui ne peuvent pas être au chômage, ce sont des personnes qui ne peuvent pas être des simples citoyens ou bien travailler dignement dans un ministère, même peu n'importe les compétences, Bemba via son poids, en regardant sa taille et son poids, il doit être soit président, soit un ministre. Qu'il soit incompétent ou non, sa place c'est dans les ministères. Voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo et ça fait mal. Il y a eu naufrage. Voilà les moments qu'ils attendent pour encore sucer les mamelles de caisse de l'État. Soit disant, ils vont aller enterrer dignement. Après, vous verrez ce qui va se passer. Rien du tout. OK? Rien du tout. Rien du tout, je vous dis bien, rien du tout. Il y aura des familles qui vont commencer à se plaindre. Mais Bemba nous avait promis ici. En parlant même de Jean-Pierre Bemba, on se pose la question. Où sont les 60 avions promis par Jean-Pierre Bemba? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y demander Ndeko Eliezer, moi na mukolo Lupango. Mais il a lu le document, il a lu le document, il a lu le document. Jean-Pierre Bemba qui a promis aux Congolais plus de 60 avions. Si c'est 70 avions, si je ne m'abuse. Ça, c'est Jean-Pierre Bemba. Et la vidéo existe. En pleine Assemblée nationale, les gens ont crié au scandale. OK? Mais jusqu'à quand ces gens-là vont se jouer des Congolais,
ok? Les caisses de l'État sont devenues comme si c'était leur propre poche. À chaque fois qu'ils voudront s'en servir, ils vont mettre la main pour faire ce qu'ils veulent. Ils font des promesses qui ne se réalisent jamais et au grand jamais, mais le but, c'est sucer le mamelle des caisses de l'État. Depuis qu'il est ministre du Transport, est-ce que le Congolais se déplace dans de bonnes conditions? Dans les transports, au quotidien, ceux qui prennent le large, ceux qui prennent comment dirais-je, le train, ceux qui prennent le bus, est-ce que les Congolais sont dans de bonnes conditions? Zéro. 0,0000 jusqu'à l'infini. Il est ministre du transport, mais zéro réalisation sur le terrain. Il s'est frappé la poitrine en disant, il a tapé sur la table, en disant c'est fini, les Congolais ne vont plus voyager dans de mauvaises conditions, ils ne prendront jamais le large dans de mauvaises conditions. Mais ça continue toujours. Et nous avons dit, si réellement vous aimez les Congos, mais on vous a donné un ministère. Vous êtes le ministre du Transport. Si réellement vous aimez le Congo, si réellement vous aimez la population congolaise, mais que la rigueur puisse s'en suivre. Maintenant, faute des manifestes, on ne peut pas savoir combien de personnes sont témoins. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a plusieurs morts. Il n'y a pas de manifestes. Mais comment peut-on prendre le large sans manifeste? On ne connaît pas qui est qui a embarqué, qui. C'est-à-dire que c'est le désordre total. Et on se pose la question, si le Congo n'est pas la jungle, et ces gens-là oublient, les autorités congolaises oublient, que le monde entier nous regarde. Et lorsque le monde nous regarde, ils se disent que ces gens-là ne méritent pas ce grand pays-là. OK? Le Congo ne mérite pas. Nous ne méritons pas ce genre comment dirais-je, des autorités. Je vous avais dit que la malédiction pour le Congo, ce n'est pas nos richesses, non. La malédiction pour le Congo, c'est d'avoir le dirigeant que nous avons aujourd'hui. C'est ça la malédiction pour le Congo. Des dirigeants, c'est-à-dire que je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais dire par là. C'est-à-dire que la malédiction pour le Congo, c'est d'avoir ce genre de dirigeants que nous avons aujourd'hui. Des incompétents au cadre qui n'ont pas l'amour du pays. Donc c'est comme si nous étions dans une jungle. Et il y en a d'autres personnes qui se donnent l'autorisation ou bien la peine d'être appelés ministres. C'est-à-dire il y en a d'autres qui vont s'auto-proclamer, moi je suis ministre. Il y en a d'autres qui vont dire que bon, nous c'est la population. Il y en a d'autres qui vont se dire, bon, nous c'est la police. Il y en a d'autres qui vont dire, nous c'est l'armée. Ils sont pilotés par quoi? Rien du tout. Pas de respect des textes, pas de respect de la Constitution, pas de respect. Il n'y a pas une ligne. Où va, au finish, on se pose la question, où va le Congo? Où va le Congo? Nulle part. Le Congo est déboussolé comme un État fantôme qui fait semblant d'exister, où chacun vient et se dit, bon, moi, je suis le président. Mais si tu es le président, marche selon les règles qui régissent un homme qui... C'est-à-dire, il y a des textes dans chaque nation. Marche selon les textes. L'autre, il arrive, moi, je suis ministre, mais marche selon les... Mais vous allez voir que les autorités congolaises ne marchent rien. C'est-à-dire qu'ils ne marchent que par leur pensée. Le gangstérisme, ils marchent par leur pensée, ils marchent par leur volonté. Les textes, là, gardez ça pour vous. Les textes, gardez ça pour vous. Les normes qui régissent une nation, gardez ça pour vous. Lui, il va diriger parce que c'est un ancien rebelle. Lui, il va être là parce qu'il a fait un grand nom au pays. Lui, il va être là parce que c'était un ancien seigneur de guerre. Lui, il va diriger parce qu'il était le fils à tel. Lui, il va devenir un ministre parce que, pas des textes, pas question de compétences, rien du tout.
Et ça donne ce que ça donne. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Et quand nous parlons ainsi, nous devenons la risée de tous. Mais c'est la vérité. En dehors de ce qui suit sur les mamelles des deniers publics en République démocratique du Congo, aucun Congolais digne de ce nom peut s'élever pour dire que non, félicitations aux autorités congolaises. Il n'y en a pas. Il n'y a que tous ces fous joyeux à qui l'on donne des sommes de 100 $ de gauche à droite comme ça, qui viennent dire des choses à dormir debout. Parce que lui et sa femme et ses enfants ont au moins quelque chose à mettre sous la dent. Donc, pour lui, tout va bien. L'intérêt national ne lui dit absolument rien. Parce qu'au Congo, si toi tu te retrouves, c'est que tout va bien. Que les autres dorment en famille, que les autres manquent de quoi mettre sous la dent, que les autres aient des problèmes, tant que toi, tu peux bénéficier des 100 $ de la part d'un ministre, de la part d'un député, c'est que tout va bien, le pays va bien, voilà. Et c'est ça le plus grand problème. Nous disons, nous sommes en plein 21e siècle. On nous regarde. On regarde comment le Congo est en train d'être dirigé. Et ces gens-là, lorsqu'ils regardent le Congo, ils se disent, nous ne méritons pas le Congo. Ils le disent. Voilà. Bien aimé, rapidement, en parlant, revenons maintenant sur la vidéo que vous avez vue. OK? Revenons un peu sur la vidéo que vous venez de voir. Si vous voulez, nous allons encore revenir sur ça. D'accord, donc prenons encore cette vidéo, revenons un peu sur ça. Ça, c'est Maman Souminois, voilà, qui a explosé encore la toile. Regardez. D'autres pays De d'accueil. quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous ne le savez pas pour l'instant? Non, Vous ne revenez pas? Bon. Polo Jésus. Ah, c'est pas possible. De retour sur ce plateau bien-aimé, sko binomoko botala nanu magamba boye. Bato baloba balobate. Oh, nanani nanana. Mais regardez vous-même. Modèle Ambo Cannabiso. Regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, lorsque vous regardez, vous voyez ce genre de choses, ça vous fait quoi? Mais vous allez voir qu'il y en a aussi des kamikazes, des courageux, peut-être, moi je dirais même des apprentis sorciers, qui viennent défendre ce genre de choses. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, sur un plateau de télé, on lui pose des questions sur la gestion, on lui pose la question sur l'actualité, on lui pose la question sur les affaires à de l'État, sur ce qui se passe actuellement en République. Elle ne maîtrise que dalle. Elle ne maîtrise que dalle. Et vous avez vu, même le journaliste était sympa. Il a compris que non. Et j'ai reçu une personne, en réalité, elle est vide. En réalité, elle n'a rien dans sa gibecière, obligée d'anticiper. Il dit, bon, ok, d'accord, donc combien ah, vous... C'est-à-dire, avant même que Madame Souminois ne réponde, le monsieur a déjà compris que non, la gibecière, elle est vide. Donc, on passe à autre chose. Et ça fait la honte. Et les Congolais qui sont ailleurs, les Congolais qui aiment leur nation, lorsqu'ils voient ces choses, au-dedans d'eux, ils souffrent. Ça fait mal. Jusqu'à quand vous allez continuer à jeter de l'opprobre sur les Congos? Jusqu'à quand? Le nombre de migrants et leur nationalité, le temps que ces migrants-là feront en République, soi-disant les migrants, qu'ils feront en République démocratique du Congo. Madame la ministre, Azota, Akomolia Munorone, Bakongole Baloba, Azota Taba. Le lèvre commence à balbutier. Donc, Madame la première ministre, ça dit que en réalité, Maman Souminois ne maîtrise pas la situation. Il ne maîtrise pas cela. Ce qui se passe, cette affaire-là des déportés qu'on appelle les migrants,
Madame Souminois, ni de près, ni de loin, il ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rang à la musique. Ça prouve en suffisance que lui aussi, parce que les affaires, il y a l'argent, les États-Unis ont mis l'argent. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit bouffer. Ça doit aller dans les poches de certaines personnes. Bon, Mouyaya, vous avez entendu Mouyaya dire, nous avons informé le président de l'Assemblée nationale, nous avons informé le président du Sénat. OK? Donc, ce n'est pas une affaire qu'on a débattue, où on peut en parler dans l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais il informe des individus. Donc, on a informé le président. Donc, pour lui, il est... Donc, même Mouyaya, lorsqu'il s'exprimait en disant que nous avons informé le président de l'Assemblée nationale et nous avons informé... Donc, pour lui, il croit qu'il a bien parlé. Donc, la nation se gère comme ça. Vous avez ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, là où on débat les questions relatives à la gestion de l'État, mais lui, il informe un individu, le président, pour que le président fasse quoi? Il informe le président du Sénat. Mais pourquoi il en fasse quoi? Est-ce que le président de l'Assemblée a soulevé ces problèmes dans l'Assemblée nationale? Non. Donc, c'est une manière de dire, ah bon, on te fait quand même part, hein, pour que tu maîtrises les esprits dans l'Assemblée nationale, et voilà, il y aura ta part, tu auras ta part. Voilà, le président du Sénat, Samba le connaît, toi, continue toujours à dormir étant assis là-bas, sois toujours calme, voilà, fais en sorte que la question là ne soit pas soulevée là-bas, hein. Voilà, tu auras ta petite part, point barre, c'est fini. Nous osons croire que c'est de cette manière-là vous traitez les choses. Parce que dire que nous avons informé le président de l'Assemblée nationale, mais le président de l'Assemblée nationale n'est pas l'Assemblée nationale, messieurs. Le président du Sénat n'est pas le Sénat. On dit bien Assemblée nationale. Assemblée nationale. C'est là où les questions d'État, c'est là où les questions sensibles est traitées. C'est là où l'on traite des questions sensibles. C'est là où l'on traite des problèmes qui touchent soit à la sûreté, à la gestion. Il y a plein de choses. C'est dans l'Assemblée nationale. Si vous avez informé le président de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il doit aussi soumettre les problèmes auprès des députés pour qu'il y ait, voilà, pour qu'on débatte. Mais cela n'a pas eu lieu. Et Mouyaya s'est glorifié d'avoir dit nous avons informé le président du Sénat et c'est fini, point barre. OK? Donc, regardez un peu la honte. Des gens la foi. Voilà. Et lorsqu'on lit des choses comme ça, voilà. Donc, la vidéo avait perdu un peu la visibilité. Je ne sais pas si voilà. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Je crois qu'il va se maîtriser. Voilà. Donc, excusez-moi, on avait perdu un peu la visibilité ici. J'avais perdu mon écran retour. Donc, peut-être chez vous, ça va. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que Mouyaya en est glorifié. Il a parlé. Il dit que nous avons informé le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais je disais, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat ne représente pas
Et comment dire, ils sont pas, à eux seuls ne suffisent pas pour communiquer ou bien pour en débattre. Vous avez informé le président du Sénat, le président de l'Assemblée, il n'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée est composée des députés. Il y a un bureau, il y a, je ne sais pas moi, tout ce qui compose l'Assemblée nationale. C'est dans l'Assemblée qu'on débat. C'est dans l'Assemblée qu'on soulève des questions. OK? Voilà. Donc, il est hors de question que vous puissiez débarquer en disant « Nous avons informé le président ». Non, informer l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on informe l'Assemblée, on informe le président. Le président doit soulever les problèmes. Le problème doit être débattu dans l'Assemblée nationale. Chose qui n'a jamais été faite jusque-là. Et vous avez vu, Maman Souminoua est venue mettre, comment dirais-je, balancer la sauce, et puis ça a capoté. Madame la ministre, vous sentez de l'incompétence notoire. Vous sentez réellement de l'incompétence. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas mis là. Il n'est pas premier ministre parce qu'il a une compétence. Parce que dans des pays dignes de ce nom, Madame Souminoua ne peut pas être première ministre. OK? Dans des pays chevronnés, dans des pays où l'État a toutes ses facultés, on ne peut pas donner à Madame Souminoua, comment dirais-je, la nommer première ministre. Jamais. Vous sentez qu'elle ne fait pas le poids. Il n'en a pas les compétences. Et déjà, dans son secteur, il n'y a rien qui bouge. Il est là peut-être pour présider des réunions, organiser des conférences et des presses. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien. Déjà, les ministres qui sont avec lui ne sont pas contrôlés. Parce que Mme Souminoua ne peut pas contrôler Jean-Pierre Bemba. Rien du tout. Elle ne peut rien faire. Déjà, elle ne peut pas contrôler Jean-Pierre Bemba. Elle ne peut pas contrôler Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire qu'elle est là seulement. Rien que pour protéger quelque chose. Et nous croyons qu'elle a été nommée dans le but de fragiliser le poste du Premier ministre. Et lorsque le poste est fragile, on peut bien contrôler cela. Parce que mettre un homme Premier ministre, c'est lui donner un peu la capacité de se refaire une santé financière. Et il peut tisser des alliances de gauche à droite et devenir un petit danger potentiel pour le pouvoir. Donc, la raison pour laquelle le chef de l'État préfère mettre une femme, pas parce que la femme elle est compétente, mais c'est une manière de fragiliser ces coins-là. Et lorsque plus c'est fragile, plus c'est bien contrôlé. Donc c'est comme ça se passe au Congo. Dans un secteur où on trouve un homme fort, non, c'est monsieur, c'est un danger, il risque. Vous avez vu comment est-ce qu'on a chambardé monsieur Vital Kamerhe. De plus en plus, il devenait fort. De plus en plus, il voulait établir une commission d'enquête, même jusqu'à la présidence. Il en a fait pendant la période où il était avec Joseph Kabila. Monsieur Vital Kamerhe avait établi une commission d'enquête jusqu'à la présidence. Il faisait rien que son travail. Mais à un moment donné, vous avez vu, ils se sont rendus compte que non, Vital Kamerhe devient un danger. Donc, il faudrait les faire sauter. C'est-à-dire qu'une fois, vous vous opposez à quelque chose, une fois vous essayez de poser un démenti, une fois vous essayez de soulever un sujet, pour qu'on en a débat dans l'Assemblée, vous devenez l'ennemi. Et pendant ces moments, on doit voter une motion pour vous faire sauter. Je prends encore le cas de Bahati Lukwebo, qui est aujourd'hui victime juste de ces déclarations, parce qu'il a pensé comme un citoyen, il a pensé comme un Congolais, il a pensé librement en disant, le problème, ce n'est pas la Constitution. Mais est-ce qu'il avait dit faux? Il dit, le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est l'homme congolais. Ce n'est pas les textes, ils sont là. Que les textes changent ou pas. Le problème, c'est la mentalité de l'homme politique congolais. Donc, le problème, c'est l'homme politique congolais. Parce qu'ils ne vont pas arrêter de voler l'argent de la République parce que la Constitution a changé. Si la Constitution était mauvaise, pourquoi ont-ils volé? Pourquoi volent-ils l'argent de la République? Lorsqu'ils volent l'argent de la République, là, ils ne regardent pas la Constitution. Mais lorsqu'il s'agit d'autres choses, des questions liées à la souveraineté,
pas mal de choses. Là, maintenant, il faudrait toucher la Constitution. Mais cette Constitution ne les a pas empêchés de voler. Nicolas Kazadi nous a ouvert les yeux. C'est fini, nous restons dessus. Nous surfons dessus nuit et jour. Les vidéos sont là. Et le vidéo reste. Il a dit, une fois il y a l'argent, nous décaissons l'argent, nous partageons, après nous réfléchissons après. Ça, c'est M. Nicolas Kazadi. Ah oui, l'argent du contribuable, l'argent du peuple congolais, c'est dans les poches des individus. Des politiciens congolais, ils réfléchissent après. Et lorsqu'ils réfléchissent, c'est pour mettre en place quoi? Rien du tout. Parce que l'argent, c'est dans leur compte. C'est pourquoi vous pouvez voir à Bemba s'élever dire que non, je vais vous donner et je vais vous ramener 70 avions. Il n'y en a pas jusque-là. Il a assez frappé la poitrine pour dire que non, les Congolais ne vont plus prendre les larges avec des choses, des barges, je sais pas comment on les appelle, des petits bateaux en bois, des trucs comme ça. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a proposé? Rien du tout. Rien du tout. Et vous avez Mama Souminois sur des questions liées à la sensibilité, une question qui touche la sûreté même, mais on lui pose la question. Mama Souminois, Gibessière vide. Et le journaliste a compris que non, il était. C'est-à-dire que vous avez vu comment le journaliste a anticipé. Parce qu'il sait qu'il était en face de la première ministre. C'est-à-dire que c'est une femme qui est chevronnée, qui maîtrise l'appareil, qui maîtrise les choses de l'État, qui maîtrise la situation. Il peut donner les chiffres, il peut vous dire les temps, tout et tout. OK? Mais c'est-à-dire que Madame la ministre nous laisse planer. Il ne connaît même pas combien. C'est-à-dire que le temps que ces gens-là, les déportés des États-Unis d'Amérique feront en République démocratique, elle ne connaît pas. Mais tout c'est sur le papier. Comment pouvez-vous négocier? Comment pouvez-vous aller signer un accord? Comment pouvez-vous accepter de ramener les déportés en République démocratique du Congo sans pour autant savoir ou connaître combien de temps ces gens-là feront chez vous? Est-ce que Zalaga? Est-ce que ça existe vraiment? Non, franchement, réfléchissons. Arrêtons un peu d'être, c'est pas moi, des fanakuiti. Arrêtons d'être des fans. Réfléchissons un peu. Les déportés, parce que ces gens-là, nous avons dit ceci. Ce ne sont pas des migrants. Ils n'ont pas choisi la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ils sont là, ils sont énervés. Ce sont des gens en colère. Ces migrants-là, ils sont en colère. Contre qui? Contre le président Tshisekedi. Comment pouvez-vous comprendre les gens qui sont, et la plupart ce sont des latinos, et regardez la carte, regardez le map monde, regardez là où se trouve l'Amérique latine. Et la plupart de ces pays-là vivent mieux que la République démocratique du Congo. Tu crois que ces migrants-là, même si on dit que non, c'est partiel, mais pourquoi c'est le Congo qui doit être leur pays de transit, aussi loin qu'ils ont quitté? Ce sont des latinos, mais posez-vous la question. Vous regardez la carte, vous allez voir qu'il y a pas mal de pays de l'Amérique latine qui sont là collés avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez le Mexique qui est là. Ce n'est pas loin des États-Unis. Vous avez la Colombie qui est là. Ce n'est pas loin des États-Unis. Vous avez l'Équateur qui est là, qui n'est pas loin des États-Unis. Pourquoi n'est pas? D'ailleurs, il y en a des pays avec qui, il y en a des pays où Donald Trump a signé des accords pour amener des migrants. Pour amener des migrants. Il peut décider même de les ramener au Venezuela. Il peut décider de les ramener même à l'Équateur. Comme ça, à partir de l'Équateur, ils vont, voilà. Ils sont un peu proches de chez eux. Mais regardez les trajets bien-aimés. Les déportés qui ont quitté les États-Unis d'Amérique. Ils ont traversé l'Europe. Ils ont traversé... Et non, Dieu. Vous savez, regardez un peu la distance. Et combien de pays? Y a-t-il pas des pays de transit juste à proximité des États-Unis d'Amérique? Y a-t-il pas des pays de transit rien que pour mettre les migrants? Vous savez, regardez déjà, parce que là-bas, lorsqu'on les met ils sont à proximité, le coût aussi est faible.
Mais ils sont en République démocratique du Congo. Et il est temps de les ramener encore là-bas chez eux, en Amérique latine. Est-ce que vous voyez les coûts? Même pour les États-Unis. Ça coûte cher. Mais pourquoi ne pas les mettre juste à côté? Ou bien les retourner chez eux? Nous avons vu Donald Trump retourner les migrants chez eux. Et parmi tous ces migrants-là, il n'y a même pas un Congolais. Et c'est d'où les gens se posent la question. Sont-ils réellement des migrants? Ou bien c'est juste quelque chose qui se prépare contre les Congos? Bien aimé, je vous dis, ouvrez les yeux. Les Congolais qui ont encore leur bon sens. Les Congolais qui réfléchissent encore. Bien aimé, quelque chose se prépare. Quelque chose n'est pas bien se prépare pour la République démocratique du Congo. Laissez-moi vous dire que les plans que les ennemis du Congo ont mis en place, ce n'est pas la reconstruction du Congo. Sur la table des impérialistes, le plan n'a jamais été la reconstruction du Congo. Le plan, c'est la destruction du Congo. Ne minimisons pas ces choses. Regardez à quoi ressemble l'Haïti aujourd'hui. Bien aimé, regardez Haïti aujourd'hui. Vous êtes là en train de rêver, en train de dormir. Regardez l'Haïti. Et regardez le Soudan. Joseph Kabila vous a parlé de la soudanisation. Vous vous rappellerez de ces mots-là. Vous allez vous rappeler de Joseph Kabila qui vous a parlé de la Soudan. Regardez le Soudan aujourd'hui. Bien-aimé, quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Ces gens-là ne peuvent pas nous laisser nous organiser. Non, les ennemis du Congo, les impérialistes, ennemis du Congo, ne laisseront pas le Congo s'organiser. Ça, c'est ce que M. Tshisekedi ne comprend pas. Soit il comprend, mais il a décidé, il a accepté pour son pouvoir de vilipender la nation. Mais nous avons dit, le Congo, c'est le pays de Lumumba. C'est le pays de Kimbangu. Le sang de nos ancêtres va crier. Vous pouvez trahir le Congo comme vous voulez, mais le sang de nos ancêtres va crier. Les tam-tams de nos ancêtres se sont tués. Mais même au travers de ces silences, il y a encore un message. La raison pour laquelle j'ai dit, le sang va crier. Ah oui, le sang va crier. Le sang de nos ancêtres va crier. Bien aimé, parce que c'est inadmissible. Regardez un peu, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui est juste là? C'est-à-dire que c'est comme si vous avez pris quelqu'un qui habite au Brazzaville. Il vient immigrer à Kinshasa. OK? Quelqu'un qui habite au Brazzaville. Il a immigré à Kinshasa. Et on ne veut pas de lui à Kinshasa, on l'arrête. On les ramène où? On les ramène en Espagne. Donc l'Espagne dit ramener ces gens-là ici. Alors qu'il y en a des pays juste à proximité, on peut les déposer. OK? Vous avez les Gabon, vous avez les Cameroun, vous avez les Centrafrique, vous avez l'Angola. C'est-à-dire que ça vous fait, c'est-à-dire que le coût sera moins cher. Rapidement, on peut organiser les retours chez eux. Parce qu'à un moment donné, ils se sentiront frustrés, ils n'auront plus le choix que de retourner chez eux. Mais on prend les gens au Congo, on les retourne, on les ramène en Espagne, et c'est l'Espagne qui doit organiser les retours encore à Brazzaville. Et vous avalez cela. Vous croyez à ces choses-là. Et parmi les gens qu'on nous a ramenés à la République démocratique du Congo, ce sont des personnes. Posez-vous la question. Pourquoi Donald Trump a rapatrié d'autres chez eux et maintenant il veut ramener d'autres en République démocratique du Congo? Mais qu'est-ce que ce monsieur veut faire du Congo? Et la plupart de ces gens-là, ce sont des prisonniers. Donc Donald Trump nous ramène des prisonniers. Ces déportés-là sont des prisonniers que lui, il a qualifiés de criminels. Je vous avais dit, la même personne nous avait insultés. Trump a insulté les Congolais en disant la plupart des criminels, ils sont là toujours en prison, nanani, nanana. Il a chambardé les Congolais à fond. Et si on avait vraiment
comment dirais-je, un État, une nation qui se respecte, nous n'allons pas accepter cela. OK? Parce que ce monsieur nous a insultés. Il a insulté les Congolais, mais voilà un président de la République qui va accepter son offre. Bien aimé, ça fait mal au cœur. Le gens que lui, il a taxé des bandits, des criminels, la RDC accepte de les recevoir. Bien aimé, j'insiste ici, ce sont des criminels. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la raison pour laquelle vous avez vu, ils étaient minotés. On les a minotés, c'était des criminels. Donald Trump les a traités des criminels, des assassins. Donc lui, il craint pour sa sécurité. Regardez là où il veut maintenant déporter l'insécurité. Ce que nous vivons déjà, Ezamouké et Petit, comme si cela ne suffisait pas, il vous ramène maintenant les Pro-Max, en sécurité Pro-Max, parce que ce sont des criminels. Nous ne parlons pas pour parler. Le Congo a toujours accueilli, d'ailleurs le Congo n'accueille pas, ils viennent, c'est-à-dire que accueillir quelqu'un, c'est-à-dire que vous attendez à ce que la personne vienne. Vous lancez les appels, vous voulez que les gens y viennent. Mais au Congo, content de la main ou non, les gens y viennent. Parce que c'est le passoire. Les gens, ils sont là depuis la nuit des temps. Vous avez des expatriés qui vivent au Congo, qui sont là. Il y en a même des gens qui viennent là sans visa. Il est là, il se retrouve au Congo. Des Chinois, n'en parlons pas. Des Libanais, des Indo-Pakistanais, n'en parlons même pas. Des Indiens, là, n'en parlons même pas. Donc, ce n'est même pas question d'hospitalité. Ils viennent parce que la porte est grandement béante. La porte, elle est ouverte pour tout le monde. Ce n'est pas question d'accueil, mais c'est ouvert. Il n'y a pas de frontière au Congo. On entre comme on veut. On sort comme on veut. C'est ça, les Congos. Et des gens qui sont taxés des criminels. Donc, même la classe politique congolaise ne peut pas réfléchir sur ce point. Les autorités congolaises ne peuvent pas réfléchir sur ce point. Les opposants ne peuvent pas hocher les tons. Les gens que monsieur a taxé des rebelles. Il a dit que c'était des criminels. Mais il prend les criminels, il ramène. Le Kenya avait dit non, Kenya dit jamais. Et le Congo dit oui. Comme si c'était une sous-traitance, un département des États-Unis d'Amérique. Non, vous devez dire oui. Ramenez-le ici. C'est ici qu'on doit organiser maintenant leur départ. Mais quelle est l'expertise que vous avez, messieurs, pour organiser leur départ? Ils ont déjà le fichier qui est là-bas. Écoutez un peu les autorités congolaises. Oh non, on va revoir nous allons voir ça cas par cas. Mais qu'est-ce que vous allez revoir cas par cas? Déjà aux États-Unis, aux États-Unis déjà, on a revu tout ça. Ils ont traité ils ont traité leur dossier cas par cas. Les États-Unis vous envoient des criminels. Ça a été déjà traité cas par cas aux États-Unis. Et vous allez traiter quoi? Non, nous allons voir cas par cas. Mais attendez. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas eu cas par cas. C'est le Congo qui doit faire les cas par cas. Par quelle expertise? Par quels moyens? Par quel mécanisme? Déjà, les gens qui ont fait cas par cas, ils ont compris, ils ont dit que ce sont des criminels. Et vous avez accepté. Non, quelque chose se prépare. Vous allez nous donner raison. J'en appelle ici à la conscience de l'homme congolais. Bien-aimés, levez-vous. Ne vous laissez pas faire. Regardez Maman Judith Souminois. Je ne pense pas qu'il va dormir. Je ne pense pas que ce jour-là, il a posé sa tête pour dormir. Donc, la première ministre, mais qui ne maîtrise à que dalle sur ce point-là? Elle ne maîtrise pas la situation. Donc, elle ne maîtrise que dalle. Le journaliste obligé de passer à autre chose. Dit que non, ah non, ok, d'accord. Donc, vous ne connaissez pas. Oui, je pense que, non, parce que, maman, voilà le niveau. Oh non, vous n'avez pas son niveau. Voilà le niveau maintenant. Voilà le niveau. Voilà le niveau des autorités congolaises. Et ça nous fait la honte. Voilà les niveaux. La première ministre, il débarque dans une chaîne où les questions sensibles à lui seront posées, mais elle maîtrise à que dalle.
tout ce que Maman Soumina peut dire, vous donnez des communiqués ou bien des annonces à dormir debout que le Congo est en train de vouloir machin nanani nanana. Le Congo est en train de être à la recherche des partenaires nanani. Ça au moins. Mais le vrai problème, lorsqu'on la pose, lorsqu'on pose le vrai problème, Maman Soumina est perdue. Maman Soumina a tête qui mèche. Il a balancé la sens. Donc, on a tous compris qu'il s'agit là de la mafia. Et Maman Soumina ne maîtrise rien du tout. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Des migrants qui vont quitter les États-Unis d'Amérique et être ramenés en République démocratique du Congo. Bien aimé, ça fait un peu la honte. Hein? Ça fait la honte. Ça fait la honte, bien aimé. Alors que juste à côté des États-Unis d'Amérique, vous avez tous ces pays-là que je viens de vous citer. Pourquoi ne sont-ils pas... C'est-à-dire que déjà, chez eux, ils vivent mieux par rapport à la République démocratique du Congo. Mais on vous dit que ces gens-là, nous les chassons ici chez nous parce que ce sont des criminels. Mais vous les acceptez quand même. Des gens qui ont toujours fabriqué, c'est-à-dire que même à base d'une mangue, ils peuvent vous fabriquer la drogue. Ces gens-là. Il dit, voilà, nous vous envoyons dans un endroit où vous allez vous faire de l'argent. Même, je vous dis, même avec un fruit, ils peuvent vous fabriquer la drogue à base d'une fruit. Ce sont des experts, ils sont nés dans ça. Et par-dessus tout, ils savent manipuler la métal. C'est-à-dire que l'arme à feu. Ils peuvent fabriquer même des explosifs. La plupart sont dans le cartel. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer tout un monde en République démocratique du Congo. Il y en a même d'autres qui vont se dire que nous, on préfère rester ici et créer une transaction entre nous et nos frères qui sont restés là-bas pour la drogue, tellement ils vont constater que le pays est passoire, il n'y a pas de frontières, la porte est grandement béante. Donc, le Congo risque de devenir une plate tournante encore en Afrique centrale, de la drogue, de la criminalité à un niveau super au cadre. Et là, nous tendons vers la soudanisation. Là, nous tendons vers l'Haïti. Parce que, bien aimé, vous ne devriez pas oublier. Regardez la Libye aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. On ne sait pas qui dirige la Libye. On ne sait pas comment est dirigée la Libye aujourd'hui, bien aimé. Chaos. Chaos. Qui dirige la Libye aujourd'hui? On ne sait pas. Vous avez le Soudan, au Darfour. Bien aimé, regardez le temps du Soudan aujourd'hui. Est-ce que ce pays sera encore reconstruit? Vous avez la Somalie, des pays qui ne se relèvent plus jamais. Et nous n'avons que le Congo, notre bijou. Là, on peut voir au moins un président, un ministre, même si rien ne va. Mais vous voulez détruire cette nation. Vous voulez, à cause des billets de banque, à cause des biens matériels, le bien que vous n'emporterez jamais, parce que vous vous en irez seul un jour. Mais vous voulez voir ces pays être détruits. Vous voulez voir la nation être déstabilisée, ressembler aux autres nations, ressembler aux autres pays qui n'ont plus de repères aujourd'hui. C'est là où vous, au lieu de vous battre pour reconstruire la nation, réfléchir comment relever le Congo. Mais vous êtes là pour vos propres intérêts. Peu importe ce que ça peut coûter à la nation. La destruction du Congo, vous vous en foutez éperdument. La balkanisation du Congo, vous vous en foutez éperdument. À cause des billets des banques.
des hommes inconscients, insensés, des pauvres ignorants. Personne n'emportera quoi que ce soit. Vous vous en irez seul. Mais quelle est l'histoire que vous allez laisser derrière? Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Mais nous continuons à croire. Peu importe le chemin que vous avez pris pour aller clouer le Congo, le sang de nos ancêtres, le sang de nos ancêtres va crier. Et quelque chose va se passer. Bien aimé, peu importe ce que vous allez nous expliquer. Oh non, ces gens-là. Mais on vous dit clairement qu'ils ont été, c'est-à-dire qu'ils ont traité, les États-Unis ont traité déjà leur sujet. Cas par cas. Et on vous a dit, ce sont des criminels. Mais on vous donne l'argent, recevez-les. Et vous dites que non, oui, nous allons revoir cas par cas pour les acheminer vers chez eux. Mais si leur nation respective dit non. Ah, ça, c'est encore la partie que les Congolais n'ont pas encore réfléchi. Et si leur pays disent non, parce que s'ils disent non, vous allez faire quoi? Bon, donc ça va aux États-Unis. Parce que leur nation peuvent aussi dire non. Ah oui. L'Équateur peut dire non. Un pays quelconque peut dire non. C'est-à-dire les pays de l'Amérique latine, où ces ressortissants-là sont originaires, ils peuvent dire un non, que nous n'allons pas les recevoir ici. Ah oui. Nous n'allons pas les recevoir ici. À ce moment-là, vous allez faire quoi? Allez-vous exercer la pression? Quelle est la pression que les États et le Congo peuvent exercer à un pays de l'Amérique latine? Parce que l'Amérique, il ne pourra rien faire, dire que non, moi, je me suis débarrassé d'eux. Ils sont avec vous, démerdez-vous, faites en sorte qu'ils retournent chez eux. L'Amérique a ses problèmes à lui. Il est déjà, l'Iran le fatigue déjà. Donc, vous venez encore avec ça. Je vous ai déjà donné ces criminels, démerdez-vous. Et surtout avec Donald Trump, il vous dira, messieurs, démerdez-toi avec eux. Et si leur nation disait non, ces gens-là peuvent dire que non, nous allons rester un peu ici, voir s'il y a moyen de créer un business au Congo. C'est possible. Ah oui, parce qu'au Congo, ne pensez pas qu'il n'y a pas des Américains, les gens de l'Amérique latine là-bas. Peut-être ils peuvent y en avoir. Ils sont là. Ils viendront leur dire que non, vous savez, ici, vous pouvez vous faire de l'argent facilement. En dollars. Vous pouvez ici vous faire de l'argent. Ici, il n'y a pas de contrôle. Ici, l'État est faible. Ici, il n'y a rien. Vous pouvez acheter la conscience des policiers. Ici, vous pouvez faire votre business. Bien aimé, ces gens-là peuvent pourrir l'Afrique centrale. Ah oui, on peut leur dire ça, que non, là où vous êtes, là, vous pouvez devenir des milliardaires. Vous pouvez créer le business et la drogue, ça va passer facilement. Vous avez le fleuve à côté, ça va transiter, ça va entrer de gauche à droite. Ça va aller en Angola, il y a des pays qui ont l'argent. Vous allez facilement, ne soyez pas pressés à retourner. Vous pouvez faire des milliards là-bas. Restez tranquille et le temps pour vous d'étudier les terrains. Ça peut arriver. Hein? Donc réfléchissons. Parce que ce ne sont pas des migrants, ce sont des criminels qu'on a déportés aux États-Unis et le jetés au Congo comme un dépotoir. C'est de ça que il s'agit. Voilà ce qu'on nous dit. Arrivé à Kinshasa, dans le cadre d'une opération américaine, depuis le 17 avril 2026, 15 migrants originaires du Pérou et d'Équateur, expulsés des États-Unis, sont arrivés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'aéroport de Njili, à 23h55, la nuit. Parce qu'ici, c'était le jour. Hein. Le Congolais serait peut-être dehors pour manifester. Ils sont venus la nuit. Donc, l'air a été choisi. Le gouvernement congolais présente cette arrivée comme une prise en charge provisoire, avec des permis de courte durée.
accueil temporaire et conditions d'hébergement. Les migrants doivent rester temporairement en République démocratique du Congo. C'est cette question de temporairement là. On a posé à Mme Soumi, là. Même si on dit temporaire, il y a toujours un délai. Est-ce que lorsque les États-Unis ont conclu cet accord avec le Congo, donc ils ont écrit seulement temporaire. Et dans cette temporaire-là, il n'y a pas un temps qui est bien défini. Il n'y en a pas. Non, mais si c'est comme ça que les choses se présentent dans le document qu'ils ont eu à signer, c'est que le Congo, c'est un État fantôme. C'est que le Congo, c'est un État fantôme, je dis bien. Les migrants doivent rester temporairement. Mais dans le temporairement, il y a combien de temps? Quand on dit temporairement veut dire quoi? Est-ce qu'une nation, bien un État, peut traiter avec un autre État sans pour autant qu'il y ait un délai spécifique, sans pour autant que le délai soit bien défini? Et d'autant plus qu'on vous envoie des personnes. Attendez, même lorsque vous recevez un Moupaya, vous recevez un visiteur chez vous, vous le savez toujours combien de temps va-t-il faire chez vous. Quelqu'un qui vous dit que non, je viendrai passer des jours chez vous, je viendrai chez vous. Ah, vous allez venir chez moi. Ouais, vous allez faire combien de temps? Vous allez faire combien de jours chez moi? Moi, je crois que tous ceux qui reçoivent des Bapaya, tous ceux qui reçoivent des visiteurs chez eux, ils savent au moins que mon visiteur va faire autant de jours. Il n'y a personne qui a reçu un invité qui va passer les jours chez lui sans savoir combien de temps il va traverser chez lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Temporairement. Mais temporairement veut dire quoi? Maman Souminois. Les migrants doivent rester temporairement en République démocratique du Congo avec un visa de transit de 7 jours à délivrer dans un hôtel près de l'aéroport. Les autorités de Kinshasa indiquent que l'hébergement et la nourriture pendant cette période sont financés par les États-Unis d'Amérique. Critique sur la transparence et les droits humains. Cette opération suscite des critiques et des préoccupations portant sur la transparence et le respect des droits humains. L'opposition et la société civile contestent notamment la manière dont la coopération est présentée et soulèvent des inquiétudes sur les droits. Accord bilatéral et enjeux liés aux intérêts miniers. Un accord bilatéral signé en décembre 2025 entre Washington et Kinshasa permet aux États-Unis d'accéder aux ressources minières de la République démocratique du Congo et implique aussi la recherche d'une paix dans l'est du pays. Ça, n'espérons même pas. Voilà. Parce que depuis le 4 décembre jusque-là, voilà, il n'y a que les chaos. Hein. L'Organisation internationale pour les migrants, voilà, Organisation internationale pour les migrants, a été sollicitée pour une assistance humanitaire fondée sur les besoins individuels. OK, l'Organisation internationale pour les migrants précise que ces retours assistés sont volontaires et qu'elle ne participe pas aux accords bilatéraux. Voilà, ça c'est OIM. L'OIM précise que ces retours assistés sont volontaires et qu'elle ne participe pas aux accords bilatéraux. Donc la vérité à savoir ici, c'est quoi? C'est que le retour de ces gens-là ne participe pas aux accords bilatéraux. Non, 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 non. Donc, étant arrivé au Congo, le retour maintenant sera volontaire. Veux-tu retourner chez toi? Non, je vais rester au Congo. Tu restes là. Aïe. Bien-aimé, je vous dis quelque chose à ce point. En fait, le plan qui a toujours été mis en place, parce que les gens ne savent pas. Les Congo que vous voyez là, les impérialistes ne veulent pas voir le Congo dans son entièreté. Je vous avais dit que le plan de la balkanisation, ce n'est pas seulement pour couper l'Est, non. Ils veulent
rendre des Congos, c'est-à-dire chaque province doit devenir un État. C'est le plan qui est sur leur table. Ils doivent tout faire pour atteindre cela. Soit par une guerre civile intense, soit par des conflits qui ne disent pas son nom. Chaque province pourra se retirer. Les autres vont se dire, ah non, nous ne sommes pas aimés. Ah voilà, voilà, voilà. Comme ça, ils vont maintenant accomplir ce que la Belgique avait commencé à son époque. La balkanisation, couper les Katanga. Déjà, vous le savez bien, il y en a de nos frères des Katanga qui ont toujours été prêts pour la sécession katangaise. Il y en a des provinces qui sont prêtes. Et c'est là où les choses vont partir. C'est-à-dire les plans c'est-à-dire que c'est ça la carte sur leur table. Lorsqu'ils regardent le Congo, on dit non, 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 ces gens-là ne méritent pas cette nation. Ils ne méritent pas les Congos. Qu'est-ce faudrait-il faire? Il faudrait découper les Congos. C'est-à-dire que ces gens-là veulent encore appliquer, soit à Berlin 2, découper les Congos. Chaque province doit devenir un pays. Chaque province doit devenir un pays. Ils veulent fracturer les Congos. Et beaucoup de Congolais ne le savent pas. La raison pour laquelle nous crions nuit et jour, la raison pour laquelle nous sonnons de la trompette, pour que les Congolais comprennent. Et ici, j'en appelle à la conscience des autorités congolaises. Vous pouvez amasser tout ce que vous voulez. Mais un seul jour suffit pour que vous puissiez vous en aller. Et vous n'emporterez rien du tout. Et vous serez content d'y aller. Après avoir laissé la place à nos ennemis, après avoir laissé le Congo entre les mains de nos ennemis, massacrer le Congo, fragiliser le Congo. Bien aimé, lorsque Lumumba, là où il se repose, quand tu le regardes le Congo, les autorités, les politiciens d'aujourd'hui, ils pleurent encore. Quand Kimbangu regarde le Congo, il pleure encore. Quand Kasavubu regarde le Congo, il pleure encore. L'héritage qu'on nous a légué. Voilà, ses propres fils sont en train de vilipender cet héritage. Les donner entre les mains de nos ennemis. Déjà, le monsieur qui est aux États-Unis, il n'aime pas le Congo. Regardez ce qu'il a fait avec Zelensky. Il a essayé de proposer la paix pour prendre, piller l'Ukraine. Zelensky a dit non. Il a abandonné l'Ukraine. Il a abandonné l'Ukraine complètement. Il a laissé l'Ukraine, il a abandonné l'Ukraine parce que Zelensky a dit non. Il dit non, là, vous poussez les pieds entre. Voilà un homme qui sait s'affirmer. Il dit non, non, non. Vous avez vu les images. Zelensky devant Trump, dans le bureau ovale, il était là contre tous. Il les a tenus. Attends, il était en face de Donald Trump et puis à son équipe. Il a dit non. Il a dit non à Donald Trump. Il dit non, jamais je pourrai vous donner le pays. Jamais je vous donnerai parce que nous voulons la paix. Il faudrait. Non. Non, c'est un monsieur qui est venu pour ça. Et il a trouvé les moins chers. Il a trouvé l'endroit où il peut exercer cela tranquillement. C'est en République démocratique du Congo. C'est là où il peut faire ça tranquillement. Là où il peut récupérer les intérêts de la nation sans qu'il soit inquiété. C'est au Congo. Et vous en êtes fiers en voyant des choses pareilles. Vous en êtes fiers. Mais rappelez-vous que je vous ai dit, ces gens-là, lorsqu'ils regardent le Congo, ils se disent, on ne peut pas laisser ce pays-là avec sa grandeur. Ils ont un plan qu'ils veulent mettre en place en complicité avec des autorités, avec des assoiffés d'argent, avec des personnes qui ont vendu le patriotisme, qui ont vendu le patriotisme à cause des billets des banques, qui ont vendu le patriotisme à cause des matériels, à cause des jeeps, des 4x4, à cause des villas. Ils ont vendu le patriotisme. Voilà. Bien-aimés, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à tous les amis. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Merci à vous. Abonnez-vous. Je pense que le message est passé.
Et avant même de finir, je dirais, vous avez vu, nous avons essayé un peu de parler à la Belgique et j'ose croire que les Belges ne vont pas emboîter les pas. La Belgique comme étant une nation assise sur, comment dirais-je, les normes, un pays qui se repose sur les normes, un pays qui respecte les droits de l'homme. Je crois que la Belgique va revenir sur sa décision. La Belgique va comprendre que le président Tshisekedi a pris un mauvais chemin et il veut noyer la nation. Voilà, je crois qu'ils vont comprendre cela. Je crois qu'ils ne vont pas jouer le jeu de l'ennemi, ils ne vont pas agir comme le gangster de la Maison-Blanche qui est en train de nous faire des chantages. OK? Parce que nous avons vu ça avec Zelensky. Et donc, Tshisekedi ne représente rien devant Donald Trump. Parce que le sait que Donald Trump peut le faire sauter. Et surtout, l'arrestation du président de Venezuela a créé un peu la peur au ventre de certains pays africains, des présidents africains. OK? Voilà. Il a fait une démonstration de force pour dire que non, je peux vous choper à tout moment si vous n'accédez pas à ce que je veux. Et Tshisekedi est là, il dit oui à tout. OK? Sans pour autant comprendre qu'en même temps, il est en train de fragiliser la nation congolaise. OK? Qui est aujourd'hui à la merci de nos ennemis. Mais nous osons croire qu'ils vont revenir à la raison. Nous osons croire que la délivrance de la RDC va surgir de quelque part. Et le Congo sera sauvé. Merci encore à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous les sympathisants de la MAT. Continuez à vous abonner et abonnez-vous massivement. Et à nous revoir prochainement au prochain numéro, toujours ici, dans la MAT officielle. Amen.